Hello guys, on se retrouve, chose promis, chose due, pour un petit update de mes lectures depuis le début de l'année, qui sont au nombre de 10. Il est quoi? Presque 17h. J'ai passé 4 heures devant l'ordinateur à faire mes vœux pour l'année prochaine. J'ai besoin d'un café avant de faire ce point avec vous. Allons-y. Oh mon Dieu. J'ai eu une douleur fulgurante dans le genou. C'est ça, vieillir. Oh mon Dieu, j'ai jamais ressenti une telle douleur. Je me suis baissée, j'essayais juste de vivre. Pas grand chose de plus. Oh mon Dieu. Premier livre que j'ai lu, je me suis trompée, j'ai été regarder entre temps. J'ai lu 11 livres, vu que j'en ai fini un il y a 2 jours. On en est à 11, mais il y en a un, c'est juste le dernier One Piece, donc je vais pas vous en parler. Donc on va dire qu'on va parler de 10 livres dans cette vidéo. Il y en a, en vrai, je vous en ai déjà un peu parlé par-ci par-là, mais je voulais faire un condensé quand même. Le premier livre que j'ai fini en 2026, c'est The Importance of Being Earnest de Oscar Wilde. Franchement, j'avais aucune intention spéciale de lire ce livre, je ne connaissais même pas son existence, juste je faisais un tour à Gilbert Joseph à côté de chez moi, et vu que vous savez ma passion pour cette édition, les Penguin Popular Classics, quand je l'ai vu, je me suis dit je ne vais pas me priver, donc je l'ai acheté. J'avais même pas capté de base que c'était une pièce de théâtre. Je l'ai lu et il a gagné mon approbation, vu que je lui ai mon approbation, vu que je lui ai mis mon petit ex-libris là avec mon nom. Je le fais que au livre que je sais que je vais vraiment garder pour toute la vie. Donc en fait c'est l'histoire de deux jeunes hommes qui sont là, qui s'amusent dans la vie, tous les deux jeunes célibataires à Londres. Et en fait, y en a un, il vit à Londres, mais il va passer du temps à la campagne, et quand il est à la campagne et quand il est à Londres, il se fait pas appeler de la même façon. Et du coup, avec son meilleur pote, il découvre que il a cette espèce de double identité et tout, et en même temps, il a envie d'épouser la cousine de sa pote. Mais j'ai dit n'importe quoi. Là, je suis vraiment en train de vous expliquer ça comme du n'importe quoi. Mais en fait, juste, c'était une histoire un peu rocambolesque, un peu, je sais pas comment dire, genre juste pas sérieuse. Et c'était hilarant, c'était vraiment hilarant. Je savais pas que Oscar Wilde pouvait être aussi drôle. Et en plus, il y a quelqu'un sur Instagram qui, après que j'en ai un petit peu parlé, m'a prévenu qu'il y avait, je sais plus quel théâtre à Londres, qui en faisait une représentation et qui en faisait un live sur YouTube le mois dernier. C'était en mars, je sais plus quelle date. Donc du coup, j'ai pu regarder vraiment la représentation faite en live depuis le théâtre de Londres, et c'était vraiment génial. C'est avec j'ai pas du tout son nom, je suis désolée, mais c'était avec un des personnages principaux. C'était l'acteur qu'il y a dans Sex Education, qui joue le meilleur ami de Otis. Aucune idée comment il s'appelle, ni son personnage, ni l'acteur, je suis désolée. Mais il était vraiment la star qu'il était dans cette pièce, c'était vraiment génial. Et le twist en plus que ça a apporté, la mise en scène et tout. Enfin bref, j'étais en mode, ah, look at me, qui enjoy du théâtre et tout. Bref, c'était juste trop bien. Hyper pas sérieux, drôle. Et le plot twist à la fin, mais moi je l'avais tellement pas vu venir. En vrai, c'était un peu, enfin voilà, quand on y pense, il fallait s'y attendre. Mais moi j'étais tellement dans le truc, j'appréciais tellement le fil de l'histoire et tout, que j'ai même pas pensé à réfléchir à qu'allait être la chute de cette histoire. C'était vraiment trop bien. J'ai l'impression de vous l'avoir hyper mal vendu, mais si vous avez déjà lu du Oscar Wilde, je vous conseille énormément celui-ci, parce que je savais pas, c'est une facette de lui que je ne connaissais pas, et donc plus de personnes devraient la connaître, voilà. Et comme à chaque fois que je me fais une boisson pendant que je filme, je n'y touche pas. Je me souviens plus c'est quoi le deuxième livre que j'ai lu ensuite.
carrément, je m'assois correctement pour celui-ci. Comment ai-je pu oublier que le deuxième livre que j'ai fini en 2026, c'est Anna Karénine, ce masterpiece. En fait, je sais pas ce qui m'a pris de le commencer, à part que l'année dernière, j'avais comme objectif de me lancer dans la littérature russe. Je l'ai repoussé jusqu'au dernier moment, vous vous rendez bien compte, puisque je l'ai fini finalement cette année. En fait, je m'étais fait dans ma tête toute une représentation imaginaire de ce qu'allait être la littérature russe, un truc hyper opaque, hyper compliqué à comprendre, tellement différent, tellement un monde éloigné du nôtre, un peu exotique si je puis dire, mais que du coup j'arriverais peut-être pas à me retrouver dedans, à me lancer, à relate tout simplement aux histoires qui seraient racontées, mais en fait pas du tout, pas du tout. J'ai trouvé ça étonnamment moderne dans les idées qui étaient avancées et l'histoire, mais juste, enfin, trop bien de A à Z, comme je l'ai dit à je sais plus qui, je me souviens avoir prononcé ces mots, de dire il y a tout dans ce livre, il y a tout dans ce livre, il y a la romance, il y a la critique, analyse un peu de la société de l'époque, et puis en plus le côté du coup étranger et exotique que je n'avais pas, mais que je savais pas qui était aussi fascinant, c'est à quel point la société russe, enfin en tout cas à l'époque, et comment la présente Tolstoï, elle est perdue dans la life, elle est dans le vieux continent, un petit peu, comment dire, ostracisée entre l'Angleterre d'un côté, la France de l'autre, qui ont deux grosses cultures hyper influentes. Et elles essayent, en fait, la Russie, on a l'impression que la bourgeoisie russe, en tout cas, essaye de se faire une place parmi tout ça, en étant toujours très influencée par ces deux autres cultures qui sont la culture française et la culture anglaise, et ça se répercute même dans la façon dont la bourgeoisie traite et interagit avec la classe plus populaire. Et il y a toute une partie où on a, j'avoue que j'ai oublié les noms, Levin, qui est un propriétaire de terre et qui est en pleine réflexion sur comment gérer ses employés, comment gérer ses terres, comment gérer sa culture, et je trouvais ça trop bien. Enfin, je peux comprendre que ça peut paraître hyper genre en mode pourquoi on nous raconte tout ça, des longueurs et des longueurs franchement, mais moi je trouvais ça fascinant. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que je vous ai parlé de romance en même temps, malgré tout ça. Get you a book that can do both. Jamais une scène de mariage ne m'avait mis des paillettes dans les yeux comme m'a mis la scène dans ce livre-là. Enfin, tout était trop bien, genre c'était trop bien, et j'ai hâte d'en lire un autre. Il me fallait un petit peu de temps avant de m'y replonger, mais je sais que maintenant j'en suis capable et j'apprécie, donc très très hâte d'en lire un autre. Ensuite, celui-ci, j'ai des flashs, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé sur le podcast, je crois que j'en ai parlé, qu'on m'a offert à Noël, que j'avais mis sur ma wishlist parce que c'est un créateur de contenu que je suivais. Je parle au passé parce que je ne suis plus sur ces plateformes MDR, il va falloir qu'on fasse un gros life update, mais ce n'est pas le moment. Que je suivais sur TikTok, qui est un linguiste vulgarisateur. C'est AlgoSpeak de Adam Alexic, et qui parle tout simplement de comment la manière dont on parle sur internet et plus particulièrement sur les plateformes comme TikTok de short form et tout, influence la manière dont maintenant on parle dans la vraie vie, dans le monde IRL. Et c'était trop bien quand je le lisais, et je trouvais ça fascinant. Moi personnellement, c'est le genre de sujet qui m'excite beaucoup, et en même temps j'étais terrifiée par moi-même de connaître absolument toutes les petites trends et niches dont il parlait et qu'il se sentait obligé de surexpliquer dans le livre, et j'étais en mode mais oui, je l'ai vu passer cette trend, c'est et c'était agréable dans un sens de savoir exactement de quoi il parlait, et surtout de l'avoir vécu d'abord de l'intérieur, la trend, et d'ensuite en avoir son analyse, mais en même temps ça m'a fait dire wow, il va falloir aller toucher un petit peu d'herbe. Et c'était juste génial, je ne peux que vous le recommander si vous vous intéressez à la linguistique et à la manière dont les réseaux sociaux aujourd'hui prennent une place absolument hégémonique, j'ai envie de dire, dans nos vies, et même du coup quand on n'y est pas finalement, ça nous impacte aussi dans la manière du coup là en l'occurrence dont on parle. Bien sûr, vu que c'est en anglais et c'est un créateur anglophone, ça parle de la manière dont, par rapport à la langue anglaise, mais il y a des choses qui sont complètement applicables aussi
euh, au français. Et du coup, d'ailleurs, à la fin, il y a une partie où il parle justement de un peu aller plus loin et comment les trends, elles traversent aussi les différentes langues et la manière dont elles sont adaptées aussi dans les autres langues. Des fois, l'emprunt en anglais est repris dans les langues étrangères sans modification, ou des fois, elle est un petit peu calquée, mais avec la langue. Je pense par exemple à l'exemple de, je crois que je l'avais donné quand j'en parlais dans le podcast, il ouvre l'intro en expliquant que dans un musée où ils avaient fait une exposition sur Kurt Cobain, ils avaient utilisé le mot unalive au lieu de dire suicide. Et c'était une des premières occurrences de ce mot dans la vie réelle, hors offline, hors du monde d'internet. Et du coup, à la fin, il donne l'exemple que dans les pays hispanophones, c'est le mot desvivir qui a été utilisé à la place, et c'est vraiment la même construction avec un préfixe négatif et ensuite le verbe vivre. Et ça aussi, j'ai beaucoup trop kiffé. Il donnait aussi un exemple avec la langue française, mais je me souviens plus ce que c'était. Donc voilà, c'était vraiment génial et je suis très contente qu'on me l'ait offert parce que je pense que j'avais mis dans ma wishlist, mais j'aurais jamais passé le pas, ou alors peut-être j'aurais téléchargé, mais du coup je l'ai là. Il est tout beau et si ça vous intéresse, je le recommande grandement aussi. Ensuite, en parlant de langue, justement, le livre suivant que j'ai lu, mais que je n'ai pas parce que je l'ai lu sur ma liseuse, c'est Cadavre Exquisito, ou Tender is the Flesh en anglais, de Agustina Basterica, qui a eu son buzz à un moment. Moi, j'arrive tout le temps, 100 ans après la guerre, vous le savez. Je suis une late adoptee. Dans la courbe des trends, je suis toujours la dernière. Une fois que la hype est passée, c'est là que je me décide, si j'ai envie, à aller mettre mon pied dedans. Donc, j'ai lu Tender is the Flesh. Du coup, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais décidé de commencer à le lire en espagnol parce que je voulais reprendre un petit peu mes lectures en langue étrangère. Et il était court et tout, ça s'y prêtait bien. Donc, je l'ai lu et j'ai été contente de l'avoir lu finalement en espagnol parce que même si j'étais au plus proche du texte source, vu que je le lisais en VO, ça m'a permis, moi, vu que pour moi, l'espagnol c'est une langue étrangère, de mettre un petit peu à distance toutes les horreurs qui étaient décrites dans ce livre, parce que forcément, quand il y a le filtre de c'est pas notre langue maternelle, on ressent pas les choses de la même façon. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, finalement, c'était un bien. Enfin, un mal pour un bien, c'était pas forcément un mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Juste, ça m'a permis de mettre un peu plus de distance et peut-être pas être autant impactée par ce qui se passait dans l'histoire. Pour ceux qui connaissent pas du tout, ça se passe dans un futur hypothétique, ou je sais même pas si c'est le futur, mais bref, dans notre monde, où il y a eu un virus, une maladie qui s'est développée, et tous les animaux sur Terre sont devenus... je crois ils en mouraient, ou alors ils devenaient dangereux du coup pour nous les hommes. Et ça, pas seulement les animaux du coup qu'on consomme, mais aussi les animaux de compagnie et tout, tous les animaux. Donc en fait, il a été décidé de tous les tuer. Donc là, on part de ça comme situation initiale, mais du coup, après coup, maintenant qu'on n'a plus d'animaux, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour du coup notre consommation? Et bien tout simplement de commencer à élever des humains simplement pour la consommation alimentaire. Et donc en fait, quand on arrive, ça fait déjà un bon moment que c'est comme ça. Et on a une petite rétrospective. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui là. Une petite rétrospective pour nous expliquer un peu comment s'est fait la transition, surtout au niveau sémantique, comment ils ont commencé à appeler ça de la viande spéciale, ils n'allaient pas appeler ça de la viande humaine, et la manière dont s'est fait un petit peu la transition. Et du coup maintenant, à l'heure actuelle, en fait c'est que des descendants de cette première génération, cette première vague et du coup maintenant ils sont un peu modifiés aussi et tout, même s'ils rentrent pas trop dans les détails physiques et visuels et tout, mais ils ressemblent toujours, en tout cas je crois, à des humains. Juste par contre ils grandissent beaucoup plus vite parce que du coup vous connaissez notre consommation actuelle en viande, mais pas que. Il faut toujours plus et toujours plus vite. Donc on part de là, et en fait le personnage principal c'est un homme qui travaillait déjà avant la transition, c'est comme ça qu'ils appellent cet événement, et qui continue à travailler dans un abattoir. Et en fait on suit un petit peu son cheminement. C'est un style vraiment particulier. Je sais pas,
Oui, les lectures un peu comme ça d'Amérique latine, je trouve, ils ont un style vraiment à eux, un peu, flot de conscience, dans comment c'est écrit, pas trop de dialogue et tout ça. Et donc on le suit, qui nous explique la transition et qui, on sent qu'il a quand même une certaine résistance, mais finalement, dans le métier à travers le métier par lequel il fait, il est quand même aux premières loges de cette industrie et donc on voit tout ça à travers ses yeux, c'est un peu un tour d'horizon de comment ça se passe parce qu'on est à la fois dans les abattoirs, à la fois après il va voir sa sœur, donc on voit un peu aussi dans les familles comment est adopté et comment est perçue aussi maintenant cette transition et cette consommation de la viande humaine et tout. Et après, en fait, l'élément un peu déclencheur de l'histoire, c'est qu'il se fait offrir je sais pas comment du coup c'est dit en français, mais du coup une femelle euh, pour la consommation. En plus, c'est genre viande premium et tout, parce qu'elle appartient apparemment à la première génération, elle n'est pas génétiquement modifiée et tout, donc c'est littéralement une personne comme nous. Et donc, il se fait offrir une femelle, il l'a chez elle comme ça et il sait pas quoi faire avec et tout et forcément ça va provoquer plein de tourments et d'émoi en lui et qu'est-ce qu'il va faire d'elle, nanana. Je pense que vous pouvez imaginer où va la suite. Je vous avoue que moi j'ai pas vu voir le plot twist final, même si encore une fois avec un petit peu de réflexion c'était sûr que ça allait finir comme ça et j'ai refermé le truc et j'étais en mode voilà, si vous voulez une lecture comme ça qui allez-y, mais franchement, c'était quelque chose. Et c'est bien que c'était une lecture pas trop longue et courte et tout, parce que plus ça aurait été trop. Mais quand même, je reconnais que c'est vraiment bien fait. Enfin, bref, voilà. Lisez-le si vous l'avez pas encore lu, si ça vous fait envie. Sinon, bon, peut-être que vous pouvez vous épargner ces, ces scènes. Ensuite, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans... Je sais pas si c'était mon dernier vlog, en tout cas, oui, ça devait être mon dernier vlog, que j'ai eu aussi à Noël, qu'on m'a offert parce que j'avais mis dans ma wishlist et qu'on est allé stalker mon Goodreads. C'est The Lost Girls of Autism de Gina Rippon. C'est un non-fiction qui, comme son nom l'indique, parle de... enfin, je sais pas si son nom l'indique vraiment, je vais vous expliquer. Parle de comment le monde médical est complètement biaisé en ce qui concerne la recherche sur l'autisme. Comme j'en avais déjà parlé dans mon vlog, j'étais un petit peu... moi-même, j'ai été un petit peu biaisée dans de quoi allait traiter ce livre parce que je pensais que ça allait être déjà un livre qui apporte un certain nombre de réponses sur du coup à quoi ressemble l'autisme chez les femmes, mais ce qu'elle dit surtout dans ce livre, c'est qu'en fait on n'en sait pas grand-chose et ce livre se propose plutôt de faire une rétrospective sur ce qui a déjà été recherché et étudié sur l'autisme et le réexaminer via le spectre du genre pour nous dire, bah en fait, toutes les conclusions qu'on a tirées de ce genre de recherche, sachez qu'il y avait exclusivement des garçons, pas ou peu de femmes, et donc on peut pas en tirer comme conclusion que l'autisme chez les filles ressemble à ça, ou que l'autisme chez les filles n'existe pas. Enfin, en gros, c'est plus « Oh, il y a un petit oiseau qui s'est posé sur ma petite maison. » Il est parti. Il m'a vu. C'est la vieillesse, ça. Maintenant, je suis vraiment à ça de m'acheter un livre pour reconnaître les oiseaux. Bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire. En gros, c'est un livre qui fait le compte de tout ce qu'on ne sait pas, finalement. Et à la fin, qui se propose justement de lister les nouvelles manières dont on pourrait, à partir de maintenant qu'on sait tout ce qu'on ne sait pas, aborder cette question qui est l'autisme. Et c'est un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'autisme, dans le sens où je n'avais pas réalisé à quel point c'était hyper récent et que, enfin, je savais un petit peu de loin que à chaque DSM, vous savez, le gros livre là de tous les diagnostics des maladies mentales, je sais pas si c'est le terme exact, mais enfin l'autisme est sur le manuel des pathologies mentales, psychiatriques depuis pas très longtemps, et ce qui est officiellement dans la dernière version serait peut-être, même c'est sûr, à revoir au regard de ce qu'elle nous apporte comme questionnement dans ce livre-là. Donc, je vais redire exactement la même chose, je dis ça à chaque fois parce que moi je suis vraiment pas en mode c'est des trucs qu'il faut lire absolument. Je vous dis en mode si ça vous intéresse,
C'était très intéressant et ça vaut le coup. C'est ça que je vous dis. Je suis une demi-influenceuse, une semi-influenceuse, une influenceuse littéraire soft. C'est de la soft influence. Questionnez-vous d'abord, est-ce que ça vous intéresserait, s'il vous plaît? C'est ce que j'essaye d'apporter. C'est mon humble contribution à ce vaste monde qu'est l'internet. Voilà pour celui-ci. Et je sais plus, qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Oui, j'ai dû aller regarder. Alors ensuite, les 2 prochains livres que j'ai lus, je vais les passer très rapidement parce que j'ai l'impression que de 1, je vous en ai trop parlé et de 2, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai terminé mon premier big book de l'année, c'est-à-dire La Divine Comédie, qui m'a pris le mois de janvier et de février à terminer. Je vous en ai déjà parlé. J'ai bien aimé la première partie, j'ai moins aimé la deuxième partie, j'ai encore moins aimé la dernière partie, mais je suis contente de l'avoir terminée. Voilà, on va en rester là. Et les illustrations de Gustave Doré, ça par contre, rien à dire. Ensuite, vu que j'avais comme intention cette année de lire plus de classiques français, j'avais été empruntée à la médiathèque Contes de la Bécasse de Maupassant. Je les ai lus et écoutez, j'ai toujours le même avis sur les contes et les nouvelles et les short stories comme ça, c'est qu'à la fin, c'était sympa. J'étais contente de relire du Maupassant parce que j'aime toujours autant sa plume, même si je l'ai un peu découvert, encore une fois, sous des facettes que je ne les connaissais pas. Donc c'était bien pour ça parce que j'ai vu des choses très différentes. Le recueil des contes de la Bécasse, vraiment, il y a des choses qui ont des tons très différents, un peu plus dramatiques, un peu plus comiques et tout. Il y a de tout dans ce recueil-là. Voilà, j'ai lu Contes de la Bécasse, écoutez, que dire de plus? Une nouvelle corde à mon arc de littérature française et de l'œuvre de Maupassant. Voilà. Ensuite, j'ai lu, ou plutôt devrais-je dire, j'ai écouté un de mes coups de cœur aussi de ce début d'année. Je regarde là parce que j'ai en face les 2 autres de cette même autrice. J'ai lu le dernier Lorraine Bastide qui s'appelle Enfance seule. Je l'avais mis sur ma wishlist dès qu'il était passé sous mon regard. Pourquoi, c'est quoi cette expression-là? Parce que j'ai lu ces 2 précédents, Présente et Future, qui sont en face de moi là, et du coup je les avais beaucoup aimés l'un comme l'autre. Donc j'avais mis celui-ci dans ma wishlist direct, et puis finalement avec le temps, j'avais commencé à me dire j'ai un petit peu peur que ça commence à être redondant. Les thèmes qu'elle décide de traiter, parce que en fait Présente était vraiment super et Future j'avais trouvé que c'était un peu la continuité et je l'avais un chouïa moins aimé et j'avais peur que celui-ci du coup suive la tendance et soit encore un petit peu décevant et comme je l'ai dit soit redondant et que j'ai l'impression que on ressasse un petit peu les mêmes idées et tout, donc j'étais un peu réticente à le pick-up et finalement j'attendais le bon moment aussi parce qu'en fait je les avais en physique et du coup je voulais l'acheter aussi en physique pour compléter ma collection, mais à un moment voilà j'étais en transition, je savais plus quoi lire et tout, du coup j'ai fini par le commencer en audio et comment vous dire que je l'ai écouté en moins de 48 heures. Je l'ai dévoré et en même temps j'étais en mode je voulais pas m'arrêter mais en même temps je me disais il faut que je me calme parce que j'ai pas envie de le finir trop vite, j'ai pas envie de le finir déjà maintenant et en même temps je vais le finir et du coup je l'aurai pas en physique alors que je suis en train vraiment de me rendre compte que je suis en train d'absolument adorer, donc du coup qu'est-ce que je vais faire après? Je vais l'acheter et le relire, enfin bref c'était tout un méta-débat autour du livre, mais pour parler du livre à proprement parler, c'est un livre qui du coup parle de la solitude ou ce qu'elle appelle l'enfant solitude. Et quand je suis rentrée dans le livre, j'ai été aussi sceptique dans le sens où j'avais un petit peu peur de comment allait être traité ce sujet de la solitude parce que, comment dire, j'avais peur que ce soit utilisé le mot solitude de façon un petit peu interchangeable avec célibat, en fait, solitude dans le sens sans homme. En gros, vu qu'on sait, Lorraine Bastide, c'est vraiment une figure importante du féminisme en France aujourd'hui. Donc j'avais peur de ça, j'avais peur que la solitude dont elle parle soit en fait, de fait, qu'elle parle du célibat. Et du coup, ça réduirait un petit peu le lien de communauté à juste le lien d'amour romantique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en mode
bah, tu es seule quand tu as pas de mec, mais en fait, tu peux, ne pas avoir de mec et avoir quand même une communauté autour de toi. Donc j'avais très peur que ça aille sur ce chemin-là, mais au final, très vite, dans l'introduction, elle l'adresse, ce petit point un petit peu vocabulaire justement sur qu'est-ce que ça veut dire être seule ou pas. Elle parle du fait que je sais plus, mais c'était tellement intéressant. À chaque fois que je parle de ces livres, je suis tellement frustrée parce que j'ai l'impression que j'arrive pas du tout à retranscrire à quel point c'était fascinant ce dont elle parlait. Et en gros, dans chaque chapitre, elle s'attaque à un caractéristique de la solitude et c'était vraiment génial. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'était juste génial, génial, génial et il me tarde il faut que j'aille l'acheter parce que j'ai très envie de le relire en fait parce que c'était vraiment super, c'était génial et c'est le genre de livre qui te donne envie de vivre. Je sais pas comment vous dire, mais c'est d'un côté, ça te fait aller dans des réflexions de toi-même que tu te rendais pas compte de certaines choses mais ça t'apporte un nouveau regard sur ton vécu et en même temps ça t'ouvre encore ton champ des possibles sur autre chose et des manières de vivre différentes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être trop, je sais pas, mais juste c'était trop bien. C'était vraiment trop bien et c'est un de mes coups de cœur de l'année. Et comme j'ai dit dans ma review Goodreads, elle arrive à me faire rire et pleurer et me donner des frissons dans le même chapitre. J'adore, juste j'adore la plume de Lorraine Bastide en plus de ça, en plus du fond de ce qu'elle aborde. Et il me tarde de lire son suivant en fait, parce elle le tease déjà, qui va être un petit peu plus axé psychologie de ce que j'ai compris, parce que du coup après je suis allée la follow sur Substack, et de ce que j'ai compris elle est actuellement en train de suivre un master en psychologie, donc ça correspond avec ce qu'elle a dit aussi à la fin de son livre. Donc il me tarde de lire la suite et je vous dis j'ai trop envie de le relire celui-ci aussi. Donc celui-ci pour le coup je vous le recommande grandement et largement, chaudement, et plein d'autres adverbes en ment. Ensuite, en parlant de Substack justement, j'ai aussi été follow RF Coin parce que j'étais en manque de son contenu et de sa plume. Et elle a écrit un article dans lequel elle mentionnait une de ses dernières lectures qui était The Mountain in the Sea. Et en gros, elle le présentait comme à quoi ça ressemblerait les contacts et les échanges avec une autre espèce, mais pas nécessairement extraterrestre, juste une autre espèce différente de la nôtre, l'espèce humaine. Et forcément, enfin elle l'a dit, en mode si vous avez kiffé le côté linguistique de Babel, je pense que vous allez kiffer. Et j'étais en mode say no more. Et en l'occurrence dans The Mountain in the Sea, l'espèce avec qui on essaye de rentrer en contact, c'est des pieuvres. En gros, ça se passe dans autour de l'archipel du Vietnam, et on suit plusieurs personnes, c'est un peu éclaté comme style de narration, et ça se passe dans notre monde, mais peut-être un petit peu plus tard, on donne pas de date parce que du coup à cette période, c'est un peu, vous voyez la vision un peu typique du futur où les grandes entreprises vont remplacer les États, en gros, et il y a aussi une entreprise justement qui a réussi à développer une intelligence artificielle parfaite, entre guillemets, parce qu'elle a réussi à passer le test de Turing, là, ou je sais pas quoi, où tu t'as pas l'impression que tu parles avec une IA et tout, et vraiment le robot, enfin, on dirait juste un humain, en fait. Donc ça, c'est un des personnages. En gros, pour vous donner le contexte, mais du coup, on va suivre surtout ce personnage-là qui travaille avec une autre, la scientifique qui l'a conçue, et aussi une spécialiste des espèces maritimes. Plus particulièrement, elle a écrit en fait un livre sur les pieuvres, et c'est pour ça qu'on va lui demander sa collaboration par rapport à des événements bizarres qui se passent du coup sur une certaine île qui a été désaffectée et abandonnée, et on dit qu'elle serait hantée, et du coup l'entreprise va y élire domicile pour faire leurs recherches sur cette espèce et essayer de rentrer en contact avec eux et tout, et il se passe... Oh, nos 3 secondes. Prends des petites graines. Oui, je les ai mis pour toi. Et parti.
Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser, vous voyez, je vous avais dit que quand j'avais lu Project Hail Mary, c'était vraiment ce que j'avais adoré, cette partie premier contact et comment ils arrivent à trouver un terrain, des choses communes avec desquelles partir pour commencer à communiquer. Ils utilisaient les atomes, et après ils ont utilisé la langue universelle des mathématiques. Et c'est un peu la même chose, mais vu sous un autre angle, un petit peu plus artsy et littéraire, mais c'était trop bien aussi, j'ai absolument kiffé. Par contre, si vous voulez un plot bien ficelé et à la fin qui se wrap up proprement et nettement, je vous conseillerais pas forcément. Je vous dis, c'est un peu décousu et part dans tous les sens, la narration, et la fin c'est un petit peu ouvert, même si on nous propose quelque chose d'assez explicite à la fin. Mais voilà, c'est des thèmes qui vous intéressent, si vous avez beaucoup aimé Babel, si vous aimez bien aussi tout ce qui est SF du coup et tout, ça rentrait aussi moi dans mes intentions de lire un petit peu plus de SF et tout, et j'avais jamais lu de trucs comme ça où c'est SF mais en même temps on reste dans notre monde et on part pas trop loin en fait, c'est juste on essaye de communiquer avec des pieuvres. Comment est-ce qu'on communiquerait avec des pieuvres? Et c'était trop bien, donc je vous recommande grandement. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé il y a 2 jours, c'est aussi un livre que j'ai lu, que j'ai emprunté à la médiathèque, et que j'ai déjà rendu, donc je ne l'ai plus. Mais si vous me suivez sur Substack, vous en avez déjà entendu parler. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez me suivre, parce que vraiment, entre ici YouTube et là-bas Substack, c'est les seuls endroits où vous me trouverez maintenant sur internet. En gros. C'est l'herbier de Malicorne. J'ai vu une fleur sauvage de Hubert Reeves. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez mon amour et ma fascination pour cet auteur qu'est Hubert Reeves. C'est un astrophysicien et vulgarisateur québécois qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc ça me fait toujours un petit peu quelque chose quand je lis du Hubert Reeves. Et du coup là en fait c'est un herbier tout simplement, des fleurs sauvages qu'il a pu observer autour de chez lui à Malicorne. Malicorne c'est un village dans le centre est de la France où il s'est installé avec sa femme il y a des années. Et juste c'est ça, les fleurs qu'il a observées, des fun facts dessus, et voilà, c'est tout. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Et du coup, comme je vous l'ai dit sur Substack, je me suis lancée moi-même dans mon herbier. Et après ça, je suis allée à côté de chez moi faire une chasse aux fleurs sauvages, et j'ai trouvé au moins déjà une dizaine de fleurs qui sont mentionnées dans son herbier, et j'étais trop fière de moi, et ça m'a donné le même pic d'adrénaline, si ce n'est mieux, parce que là c'est dans la réalité, que quand je trouve un nouvel insecte dans Animal Crossing. C'était trop bien, et c'est exactement le genre de sentiment que je veux poursuivre cette année et pour le reste de ma vie en fait, juste être plus dans le vrai monde et connaître des choses, emmagasiner des savoirs, et juste est-ce que c'est pas juste trop d'aura de se balader et d'être en mode ah ça s'appelle ça, genre je sais comment s'appelle cette plante, enfin c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai envie de faire la même chose avec les oiseaux, enfin c'est ce vers quoi je tends. Et cette lecture c'était vraiment un pas de plus vers cette personne que je veux devenir, un encyclopédie sur pattes de la nature. Donc c'était juste très bien, parfait, et hâte de capturer toutes les fleurs sauvages qui sont mentionnées dans ce livre. Et voilà, et du coup, là, il y a 2 jours, j'ai commencé Journal d'une femme de chambre de Octave Mirbeau, donc vous avez été plusieurs à me le mentionner quand je vous ai dit que je voulais lire aussi, élargir mes horizons dans la littérature française. Vous avez été beaucoup à me parler de celui-ci. J'ai lu une 50aine de pages déjà, et je suis pas habituée. Moi, je viens du monde de la littérature anglaise où ils sont prudes et sarcastiques, donc là, l'humour un peu... Enfin, humour, je sais même pas, mais en tout cas, le cul, tout simplement, qui est mentionné de façon plus ou moins directe, ça me brusque un petit peu, mais c'est pas forcément pour me déplaire non plus. Écoutez, je vais continuer, je sais pas où va cette histoire, mais hâte d'en voir la suite. Et du coup, j'ai marqué dans mon bingo du printemps que j'avais très envie de relire un Jane Austen, et du coup, j'ai très envie de relire... Je réfléchissais et j'avais envie de relire Raison et Sentiment. Mais en fait, j'étais persuadée que j'en avais une copie, mais je ne la vois pas. En fait, je crois que quand je me suis acheté le gros livre avec
toutes ces œuvres dedans, j'ai dû me dire: «Ah bah du coup j'en ai plus besoin» et du coup j'ai dû le mettre dans une boîte à livres. Mais je suis absolument deg parce qu'on va pas se mentir, lire sur le gros pavé là, qui fait le condensé de toutes les œuvres de Jane Austen, en fait c'est pas possible. Donc du coup je sais pas trop ce que je vais faire. Maybe je vais me le commander sur Vinted dans une édition que j'aime bien. Ou alors je vais le mettre sur ma liseuse, je sais pas. En tout cas voilà, j'ai l'impression que j'ai énormément parlé, j'avais pas prévu que cette vidéo soit aussi longue, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais j'étais très contente de vous faire ce petit update et à l'heure où je vous parle, il reste plus qu'une semaine avant les vacances de printemps, comme on appelle ça, les dernières vacances. Bref, les dernières vacances avant les grandes, et j'espère tourner au moins un autre vlog pendant ces vacances-là parce que c'est la fin de l'année et je commence à avoir un petit peu plus de mou professionnellement parlant. La pression redescend, les plus grosses échéances sont passées. Donc, on se revoit vite, tout ça pour dire. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine. Peace.